question est tout compte fait, quand on part à la chasse aux fauves, qu'est-ce qu'on met comme treillis sur soi? Ah, oui. Ah, il faut s'entraîner, hein, il faut s'aguerrir surtout. Et c'est une chasse aux fauves, oui, tout à fait. Alors, il y a des ruses de part et d'autre. Hein. Je dis dans le prologue, c'est un jeu de chat et chat, en fait, pas les chats et souris, mais deux chats qui se mesurent, etc. Alors, chat, c'est pas un fauve, mais ça peut l'être. Hein. Donc, il y a une approche lente, hein, très lente, les premières années, et puis forcément des tensions, au milieu d'échanges très amicaux, affectueux. Il y a une intimité aussi qui se dévoile ou qui ne se dévoile pas. Voilà. Et donc, il faut s'aguerrir. Il faut s'aguerrir parce que ici on prenait tant lui que moi un gros risque en fait. D'abord lui, évidemment, parce que même si il était enchanté que l'on écrive une biographie de lui, de son œuvre, de son vivant, il était évidemment méfiant, surtout que c'est une de ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui contrôle et mesure tous les pas qu'il fait et tous les gestes qu'il fait et tous les écrits qu'il fait pour que ça ait une cohérence complète. Et dans cette cohérence complète vient aussi le récit sur sa vie, les commentaires, et donc il y a une espèce d'entreprise un peu totalisante. Mais cette entreprise vient justement après une première conversation. Donc au départ, tu ne sais pas que tu vas plonger sur une biographie. Non, absolument pas. Donc c'est de façon incidente que ça a commencé en 2010. Et je suis chercheur associé dans un institut de recherche de génétique littéraire, c'est-à-dire d'étude des processus de création, et à ce moment-là je travaillais sur la question des rapports entre éditeurs et auteurs, c'est-à-dire en quoi ou quand un éditeur intervient dans le processus de création, ce qui est un tabou parce que l'auteur n'a pas trop envie de savoir ce qui a été retravaillé ou les demandes de l'éditeur pour le travail. L'éditeur ne révèle rien. Et donc voilà. Et donc j'ai écrit à Pierre Mertens pour lui demander de le rencontrer à ce sujet. Bon, après, on pourra reparler de pourquoi Pierre Mertens, parce qu'évidemment, il y a derrière tout ça une histoire et un impact de Pierre Mertens sur moi. Toujours est-il que je l'ai rencontré, on a parlé pendant 3 heures, ça a été assez passionnant, c'était en 2010, bon c'est vrai que c'était loin après sa sortie de Pérasma, mais on a parlé de son dernier roman Pérasma, et à la fin de cette interview, est-ce que c'est lui, c'est moi, on dit bon, on va continuer des entretiens. Ouais. 1 an s'est passé parce qu'il a eu un ennui de santé grave, et on a recommencé les entretiens début 2011. Et c'était des entretiens d'abord informels, et puis je me suis dit, on va faire un livre d'entretien. Et, voilà. Et puis petit à petit, au fil du temps, on s'est dit dans nos conversations qu'il faudrait accompagner ça d'une petite analyse ou des introductions par thème. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, ou de plus en plus, je me suis rendu compte que ce qu'il me disait, il l'avait déjà dit de multiples fois ailleurs. Il y a eu le gros livre de Daniel Bajomet en 89, qui était un gros livre d'entretien, mais même après ça, il y a eu beaucoup d'interviews dans les journaux, dans les revues, à la radio. Et donc, les choses inédites que j'obtenais, à nouveau parce que c'est quelqu'un qui
qui contrôle et qui maîtrise sa communication, on dirait, mais contrôle et maîtrise le récit sur sa vie et sur son œuvre. Voilà, je me suis rendu compte que donc il y avait peu de choses et que ça n'allait peut-être pas avoir l'intérêt, sauf un intérêt de rassembler des entretiens et de faire le point. Donc j'ai à ce moment-là été plus loin et commencé à interroger des gens autour de lui, à rechercher aussi ce qu'il y avait à côté, enfin entre ce qu'il me disait ou après ce qu'il me disait, le contexte historique, le contexte factuel, les faits eux-mêmes, et petit à petit je suis entré dans une démarche biographique, avec très vite cette conscience, qui n'est pas une découverte, on le sait chez lui, mais jusqu'à quel point on ne le sait pas peut-être, avec ce fil qu'il y avait un passage continuel de la réalité, entre guillemets, et de la fiction, du récit de vie à l'œuvre, de l'œuvre au récit de vie, jusqu'à un point qu'on ne sait plus ce qui est fiction, ce qui est réalité, ce qui est l'œuvre, ce qui est le récit de vie, toute son œuvre étant autobiographique. Et puis, je saute les étapes, à un moment donné, j'ai compris, ou j'ai cru comprendre, je peux me tromper, mais que la vérité de Pierre Mertens, c'est dans ses fictions. C'est-à-dire, c'est une banalité de dire la fiction est vérité, mais de façon très très précise. Oui. C'est là où il se révèle sous des doubles, et c'est là qu'il a une autodérision, qui dit des choses, qui dit des choses très précises. Voilà. Et donc il y avait ce travail sur les deux plans, et ça passait par une démarche biographique. Et ensuite, je me suis de plus en plus intéressé et je me suis de plus en plus investi dans cette démarche biographique, d'enquête, dans les archives, dans ses propres archives qu'il m'a ouvertes, dans les bibliothèques, dans les témoignages extérieurs. Voilà, j'étais dans de multiples instituts, de mémoire contemporaine, les archives du Théâtre Royal de la Monnaie. Tu te retrouves devant une masse de travail inimaginable. Parce qu'au départ, c'était pas ça. Au départ, c'était pas ça. Donc il a fallu faire un choix malgré tout en disant, tiens, c'est vrai, mais tu n'habites pas tout près. Oui. Lui, il n'est pas fort électronique, j'ai l'impression. Donc malgré tout, c'est un boulot de rassembler tout ça, de prendre les rendez-vous, de rencontrer. Ça a duré 7 ans. Hein. Ça a duré 7 ans. Enfin, pas 7 ans de recherche, parce qu'à la fin, c'était l'écriture, mais même, il y a des rendez-vous, des rencontres que j'ai faites même jusqu'à juillet dernier. J'en ai fait encore une à Paris, parce que je voulais, par acquis de conscience, le faire. Et ça s'est révélé très très intéressant. Donc c'est vrai que jusqu'au bout j'ai eu des entretiens, j'ai fait des recherches, mais le parti recherche, disons, a pris 5-6 ans, et l'écriture en gros 2 ans, même si c'est pas aussi délimité. Et aussi j'ai écrit 2 fois. Voilà. C'est-à-dire il y a une version qui sera la version numérique qui va paraître la semaine prochaine en principe, qui fait sur la même mise en page que le livre imprimé, 730 pages, et qui est plus thématique, qui est pas tout à fait organisé de la même façon. Ça, c'est le côté du chercheur, là. C'est le côté plus chercheur, avec un autre titre, Pierre Mertens, c'est le ruban de Mébus. Ce ruban a 2 faces, donc on passe de la réalité à la fiction, avec des analyses beaucoup plus littéraires. Voilà. Et donc il y a ça qui était la base, et puis après, je me suis rendu compte en fait que c'était invendable, sauf dans des éditions purement scientifiques. Et tu parles de ces 2 faces. Moi j'ai été libraire, oui. Et disons, dans le cadre de la vente d'un ouvrage, où tu le découvres toi-même, l'ouvrage, tu fais peut-être référence à la quatrième de couverture, mais que tout le monde connaît, donc tu dois trouver quelque chose. Et j'ai été très surpris de voir que les gens m'écoutaient dans le petit récit court et simplifié du bouquin, que je racontais.
je racontais. Et au fil du temps, je me suis dit, tiens, je vais quand même relire une fois je ne retrouvais plus l'histoire du livre. Mon histoire à moi, le résumé que je donnais, oui, ne correspondait plus. Donc, imagine un petit peu ce que tu viens de vivre avec Pierre Mertens. C'est vrai qu'il a vécu des événements, mais ces événements se transforment à notre insu. Hein. Complètement. Et ça, je l'ai remarqué personnellement, je te dis. Surprenant. Hein. Oui. Mais donc, c'est peut-être pas quelque chose de caché qu'il veut faire, mais c'est une déviation naturelle, je pense, de la mémoire humaine, qui fait qu'on l'arrange, on la durcit peut-être parce qu'il faut la durcir, ou on l'adoucit parce qu'il faut l'adoucir, mais ça fait partie du processus humain, ça. Alors, ça fait tout à fait raison, ça fait partie du processus humain, et on le dit tous, et moi par exemple, j'ai vécu à peu près, on n'a pas vécu tout le temps les mêmes événements, ma sœur et moi, les événements familiaux, mais toutes les familles peuvent le constater. On a des vues différentes. On a des histoires différentes, enfin il y a des choses dont on se souvient là, et l'autre ne s'en souvient pas, ou on le raconte d'une certaine façon, donc c'est un processus parfaitement humain de mémoire, de transformation rétrospective, évidemment. Alors, c'est poussé un peu plus loin quand c'est des romanciers, des artistes, mais surtout des romanciers, peut-être moins des poètes, mais si on prend les romanciers, parce que le travail de l'écriture romanesque, c'est un peu ça, c'est-à-dire on prend, même si ce n'est pas autobiographique, on part d'un fait auquel on s'attache, ou qui tombe comme ça sous la plume, hein, de la plume sur le papier, ou l'écran, et puis à partir de cela, ça déclenche des choses, et on retrouve, sans qu'on le veuille, la réalité. Donc ce passage est à l'intérieur même de ce passage de la réalité à la fiction, ou des faits, ou à leur transformation, est au cœur même de l'écriture romanesque. Mais ici, on a encore affaire à un autre personnage. Mais ici, en quelque sorte, c'est le même processus, qui se passe dans le récit de la vie. Voilà. Ça c'est fascinant. Il n'est pas le seul à faire ça, s'il ne le fait pas non plus de façon extravagante, mais c'est fait de façon très fine, et de façon, comment dire, moi j'emploie de façon consciente dans le livre plusieurs fois un acte de survie. Alors, on peut jouer sur les mots, donc il y a la survie, on attache en un mot, et on va en parler peut-être, mais je vais en parler, mais il y a aussi sur-vie. C'est-à-dire, si on prend la survie en un mot, il y a, si on veut, une enfance qui a été, comment dire, pas heureuse à ses yeux, notamment un rapport à la mère qui est non satisfaisant à nouveau à ses yeux, enfant unique, etc., des événements familiaux qui font que, et à part ça, c'est une espèce de blessure première, et puis à partir de ça, et à partir du caractère qu'il a, lion, le fauve, comme ça, c'est quelqu'un qui se bat, qui est très précoce dans les écritures. Et dans son jugement aussi. Et dans son jugement, mais très précoce. C'est un observateur de la société très jeune, j'ai vu. C'est un observateur de la société très jeune qui est dans un milieu, parce qu'il y a plein de facettes, hein. Il y a aussi le côté bourdieusien de l'enquête, c'est-à-dire c'est un milieu d'intellectuels. Son père était d'un milieu intellectuel, son père, donc journaliste au Peuple, d'abord un journal chrétien de gauche, et puis au Peuple, et puis au Pourquoi pas. Oui, et d'ailleurs c'est très intéressant de voir que son père couvre des événements dont va parler Pierre Mertens après dans ses romans, comme Marcinelle, etc. Sa mère est une scientifique, après avoir été libraire d'ailleurs, Cosmopolis, rue d'Arenberg, elle fait des études scientifiques, et ça devient une scientifique
de renom, et en tout cas très, très bien notée, et professeure ou chercheuse à l'ULB. Et ce qui va amener des lucioles autour d'elle, évidemment. Et qui va amener des lucioles autour d'elle, voilà. Et donc voilà. Et donc Pierre observe tout ça et nourrit de ça aussi. Et aussi une famille qui est politiquement, si pas engagée, mais en partie engagée, mais politiquement et intellectuellement conscientisée, dirait-on aujourd'hui. Voilà, tout ça va nourrir, et donc il a assez tôt quand même les outils pour dire les choses et pour observer. Et puis après il fait des études de droit, il devient chercheur à l'ULB en relations internationales, et puis droit international plutôt, et puis droit de l'homme, etc. Donc il a tout ça, tous les outils pour construire une vision de la société et sa place dans la société. Je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'il va, il va réagir aux événements de façon intellectuelle, de façon, en tant que juriste aussi, il est observateur judiciaire international, et ce qui est caractéristique chez Mertens, pour la Belgique, c'est un romancier, donc on peut dire un artiste, qui est doublé d'un intellectuel et qui va prendre position presque chaque fois. Et ça, c'est assez rare pour la Belgique, parce qu'on n'aime pas trop les prises de position frontales et en dehors de son domaine, en fait. C'est-à-dire qu'on accepte qu'un politique prenne une position, une parole politique, mais le sociologue doit avoir une parole sociologique, etc. Mais quelqu'un qui franchit les frontières et qui parle le phénomène français, en fait, de gens comme Bernard-Henri Lévy, je dis toujours, c'est impossible. En Belgique, il reçoit des tartes à la crème. Est-ce qu'il était déjà comme ça jeune, ou bien c'est pour compenser cette faiblesse qu'il a eue étant jeune de ne pas affronter les choses, qu'il a seulement affronté par après, qu'il a osé s'affirmer par après? Non, je pense qu'il... Parce que vis-à-vis des parents, il n'a pas pris de position étant jeune. Il a observé toujours. Il est resté replié sur lui-même, me semble-t-il. Il reste un peu replié sur lui. C'est quelqu'un qui écrit dans son coin, mais enfin quand même très, très vite, en tout cas à l'université, il prend position, il choisit le droit pour pouvoir justement parler et apprendre sur mais au sein de cette cellule familiale. Non, je ne suis pas sûr. C'est assez paradoxal. Comme tout est complexe, comme chez tout le monde, et parfois paradoxal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, c'est surtout au niveau, en quelque sorte, du niveau de l'affection maternelle, de l'expression de cette affection, parce qu'il faut quand même être parce que c'est élevé par la grand-maman. La grand-mère joue un rôle là aussi. Oui, les grands-parents jouent des rôles. Chaque grand-mère joue son rôle, évidemment. Mais quand même... Il ne s'est jamais révolté sous le fait que c'était plutôt les grands-parents qui s'en occupaient plutôt que la maman. Alors, non, je crois que moi je n'irai pas jusque-là. Il y a les parents s'en occupent. Après, les parents divorcent, donc forcément il y a des rapports parallèles aux deux, comme dans toutes les familles séparées, divorcées. Donc ça joue aussi, mais c'est surtout dans une attente d'affection, mais il n'y a pas de... En même temps, donc c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que, ou complexe, c'est que ses parents et son père le mettaient sur un piédestal. Enfin, il y a des cartes disant à Pierre qui était dans une maison de soins pour une question de respiratoire à Ostende, dans un hall qui s'appelle les Heures Claires. Son père, donc Pierre a 18 ans, et il lui dit, mais est-ce que tu as fini ton grand œuvre? Donc il le met vraiment sur un pied destal, ou un pied dans une position admirative, voilà, et
et même par après, il y a des interviews de Guy Mertens, qui n'était pas n'importe qui, et on dit, qui êtes-vous Guy Mertens? Je suis le père de Pierre. Donc après, dans toute famille, c'est compliqué. Mais il y a comment dire, il y a une sensibilité ou une vision de ce qu'il a vécu, peut-être plus que ce qu'il a réellement vécu, à mes yeux, c'est mon interprétation, qui provoque ou qui induit une reconstruction, comme chez beaucoup de romanciers, une reconstruction de son vécu à travers le roman et à travers le récit qu'il fait de sa vie, qu'il construit dans une imbrication complète entre les deux. Voilà. Et le chercheur que tu es s'est réjoui de se retrouver avec une manne d'informations à tous azimuts. Un écrivain, un avocat, un contestataire, mais c'est chaque fois 3 mondes, 4 mondes, 5 mondes qui vont s'ouvrir à toi, là. Oui, oui, alors ça donne du coup plusieurs dimensions. Oui. Je pense que je l'aurais. Je ne sais pas si c'est la seule biographie que j'ai écrite, et j'en écrirai, je pense, aucune autre, parce que c'est un travail. Sinon, c'est encore 10 ans. Sinon, c'est encore 10 ans. Parce qu'il faut trouver un personnage équivalent. Il faut trouver un personnage équivalent, et parce que, et ça, peut-être que je pourrais en parler après, pour les raisons intimes pour lesquelles j'ai travaillé là-dessus. Donc je serais évidemment intéressé à écrire une biographie, je ne sais pas, d'Aragon, il y en a eu, des excellentes, donc c'est pas nécessaire d'en faire une, mais je ne sais pas, voilà. Mais évidemment, il y a des raisons intimes. Donc, mais ce qui est intéressant chez Pierre Mertens, ce sont ces différentes facettes. Et dans le livre, il y a le fil sur la construction interne du personnage, en quelque sorte, de l'écrivain et de l'homme, comment se construit cette œuvre, comment s'agence ce rapport entre la vie et l'œuvre, le passage de l'un continuel de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Mais il y a, et là c'est vrai, c'est exactement ce que tu dis, il y a le personnage public, historique, il y a toutes ces facettes politiques au sens très large du terme, ou plus serré, et comment dire, sociétal, etc. Donc ça c'était fascinant, et les deux sont à nouveau imbriqués. Et puis il y a, alors c'est là la raison plus intime, il y a la Belgique derrière. Il y a une époque, d'abord, c'est une époque riche, importante, que j'ai connue en partie, que je connais. On a parlé des parents, on a les parents, etc. Y compris déjà chez son père. Enfin, cette ligne, ces lignes de crête juste avant la guerre, où on peut basculer du côté gauche ou du côté droit avec les mêmes personnages, et certains du même groupe passent à gauche ou d'autres à droite, dans le bon camp, qui se révélera le bon camp ou le mauvais camp. Mais après, il y a toutes les questions, il y a la guerre, et puis toutes les questions après-guerre. Et puis, il y a cette Belgique qui est... voilà, qui se construit intellectuellement et littérairement, c'est la question de la belgitude, etc. Et donc moi, c'était aussi ça que je voulais derrière ou à travers lui reconstituer. Et c'est une formidable, comment dire, opportunité, parce qu'il est lié à beaucoup d'événements de prise de position, il est lié à ça. C'est une opportunité formidable de reconstituer cela, ce qui n'aurait peut-être pas été chez des auteurs qui sont peut-être même plus littéraires, plus pas enfermés, mais plus resserrés sur leur œuvre, dans une écriture purement littéraire. Lui, il s'ouvre, et en fait le monde aussi est dans ses romans. Voilà, donc moi, je dis aussi souvent que je travaille par dette, donc j'arrive
petit à petit à apurer toutes mes dettes. Mais voilà, le Vera, mon roman, c'était une dette que je payais à la communauté immigrée italienne. Toutes les îles, l'océan ou une pièce de théâtre comme King Léopold II et d'autres travaux, c'est une dette contre la colonisation, une dette à l'anticolonialisme en quelque sorte, et puis à l'Afrique, à laquelle je suis fort lié. Et, voilà. Et ceci, c'est en quelque sorte, je paye une dette à la Belgique. Mais donc tu as un regard sur ces faits, entre guillemets, le personnage, l'œuvre de personnage. Mais penses-tu que lui, il a construit un personnage Mertens? Oui, c'est le fond de ma pensée. Oui, il a construit. Oui, il a construit. Ça ne veut pas dire qu'il invente tout. Mais il a construit, oui, il a construit parce que, comment dire, c'est ma vision des choses, mais je ne suis pas le seul à le dire, mais c'est ma vision des choses, et c'est ce que j'essaye, non pas de déconstruire, mais en fait de remettre, de donner les éléments de construction et d'élaboration de son œuvre et du personnage. Donc, oui, il a construit parce que c'est ainsi qu'il se construisait. Alors, il y a une carapace, oui, certainement, il y a une carapace, et chez un homme comme ça, à nouveau, moi je pense que si on évite la complexité, on passe à côté des choses. Donc ces choses sont complexes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est à la fois très fragile, dont on perçoit la fragilité, ses proches, ou par moments, et en même temps de quelqu'un de très fort, très battant. C'est quelqu'un qui se battra jusqu'au bout. Donc c'est complexe. Et donc, de fait, il y a un côté carapace, et il y a un côté réellement de construction d'un personnage extérieur et de lui-même dans lequel il finit par être ce qu'il a rêvé ou voulu être. Il y a une phrase de Gide que je cite dans le livre, où à peu près, il ne faut pas... un écrivain ne doit pas spécialement raconter ce qu'il a vécu, il peut aussi vivre sa vie comme il la racontera. Donc c'est créer les événements pour les raconter, ça c'est connu, hein, comment dire... l'auteur de 100 ans de solitude, Garcia Marquez, a écrit Vivre pour la raconter, c'est son autobiographie. Donc ça, on sait que les romanciers, les artistes font parfois des choses pour pouvoir les raconter. Ça va plus loin, je pense, chez lui, comme chez certains autres, c'est que parfois il vit sa vie comme un récit. Donc qu'il construit comme un récit. Il part de faits qui déclenchent quelque chose, un récit en fait. Mais tu déshabilles le personnage, toi, tu le déshabilles. Et quand aperçois-tu le talon d'Achille aussi? Ce qui te semble être le talon d'Achille du personnage. Alors, il a quand même été à un moment donné normal, entre guillemets, où il a oublié qu'il y avait une carapace, où tu as découvert quelque chose et un talon qui apparaissait. Alors, la question est très bonne et la réponse n'est pas simple. C'est-à-dire, il y a deux réponses à ça. Il y a le talon d'Achille où les petites failles, qui sont toutes petites, macroscopiques. Et ça, tu vas les relier tout doucement. Oui, et puis il y a les talons d'Achille que moi je cherche à déceler derrière la construction et derrière, en quelque sorte, cette carapace, comme tu dis. Alors, pour le premier coup, c'est-à-dire ce qui se révèle, une fragilité exprimée, je vais te dire que j'ai, moi, plus d'une centaine d'entretiens enregistrés. Je ne parle pas de tous les entretiens non plus, les conversations un peu plus informelles, autour d'une table de restaurant, par téléphone, voilà.
ça fait beaucoup de conversations. Mais les conversations enregistrées, sur 100 enregistrements, je sais qu'il y a 3/4 d'heure où il n'était pas en contrôle de son discours. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son discours. Et c'est une de ses compagnes m'a dit, et c'est vrai, parce que moi je l'ai vécu, même dans ses colères les plus déchaînées, il reste un écrivain, c'est-à-dire il maîtrise le discours. Donc tout ça est très construit. Ce fait qu'un matin, une rencontre chez lui, nos entretiens se faisaient chez lui, se prolongeaient ensuite l'après-midi au restaurant en général. Un matin, est-ce qu'il était plus fatigué? Il y a eu une conversation très très touchante sur la solitude. Et là, j'ai perçu qu'il était qui perçait l'armure, mais voilà, il était sans cette armure. En tout cas avec moins de défense. Mais j'ai senti le clic. 3/4 d'heure. Non, je ne dis pas qu'il a repris l'énergie qu'il fallait, mais c'est pas non plus. C'est pas quelqu'un qui est froid. C'est pas quelqu'un de froid, Pierre Mertens. C'est quelqu'un de très chaleureux, qui est très. À nouveau, les choses sont très complexes parce que c'est quelqu'un de très spontané en même temps. Mais en même temps, dans un discours préparé. Mais alors, parce que ce discours, comme nous l'avons tous, c'est juste une question de degré, dans un discours qui est construit sur lui-même, qu'il veut maîtriser sur lui-même. C'est pour ça que ça a été très, très, très tendu et difficile de lui faire accepter qu'il ne relise pas le texte avant publication. Et non pas parce que sur le principe je ne voulais pas, ou plutôt oui sur le principe je voulais, mais au risque de laisser des petites erreurs qu'il aurait contrôlées de façon très simple puisqu'il connaît tous les éléments. Mais en face de ça, il y avait la crédibilité que je n'aurais pas eue. Surtout quand on connaît le personnage de Mertens, la crédibilité que je n'aurais pas eue de produire un texte qui aurait été contrôlé par lui ou relu par lui, parce que même si on avait bien fixé les règles et que chacun aurait respecté ces règles en disant on ne change que des choses purement factuelles, mais toutes les interprétations ou tout ce qui nous manquerait, bah, tant pis, ça manque, sauf si vraiment, de façon objective, ça manque, eh bien, ça, personne n'aurait cru ça. Donc voilà, il valait mieux avoir le bénéfice, et parce que très honnêtement, je lui ai dit très souvent, et Pierre, tu voudras tout changer, parce que déjà, à nouveau... Tu avais un canevas pour ça? Pour préparer l'entretien avec lui? Avant, chaque fois qu'on avait un entretien... Ou bien tu le prenais à l'improviste sur tel sujet ou tel sujet ou tel sujet. Ou bien il y avait un canevas prédéterminant disant, tu sais, nous allons parler maintenant de ça. Alors, ce sont des entretiens qui ont duré depuis 2011 jusqu'à cette année. Donc il y a 7 ans d'entretien en quelque sorte. Donc, alors après, à la fin, c'était plus informel, mais pendant des années, c'était... il y avait un canevas. Il y avait un canevas dont, comme toujours dans les conversations, on s'écarte parfois, et puis venait aussi l'actualité, évidemment, quelque chose de très important. Chez Pierre Mertens, c'est l'actualité, les faits, puisqu'il réagit toujours à l'actualité. Mais ce talon d'Achille... Alors, il y a ça c'est un talon d'Achille, une fragilité, voilà. Alors après, il y a les talons d'Achille que je cherchais. C'est-à-dire, c'est pas les talons d'Achille que je cherchais, le talon d'Achille. C'est amusant comme lapsus, hein. Voilà. Donc l'argile qui s'effrite, voilà, qui se fissure, exactement. C'est plutôt ça. C'est-à-dire où se trouve la construction. Ça, c'était pour moi important parce que c'est pas parce que de fait, d'abord, il y a une espèce de plaisir qu'on a à découvrir des choses. Donc, il y a des documents que j'ai découverts que lui ne connaissait pas sur justement sa mère, son beau ou faux père, en fait, le compagnon de sa mère, ce qui est très important dans la construction de Pierre, la
qui était juif, qui était Un intellectuel, un grand intellectuel scientifique qui a un monticule en Antarctique à son nom, qui est quelqu'un qui était connu international, brillant musicien amateur, explorateur en quelque sorte, et qui était un peu ce que rêvait d'être Pierre, mais qui rejetait l'enfant qui était Pierre. Donc ça joue, donc ça c'est une fragilité de départ. Donc c'est des documents que j'ai eus sur lui, et voilà. Après, moi je cherchais donc pas seulement pour justement trouver, j'ai trouvé quelque chose qui démanque, ou quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas, c'est évidemment que c'est un plaisir de l'enquêteur, entre guillemets, mais aussi parce que je voulais, je voulais trouver cette construction, et donc il me fallait des éléments qui expliquent en quoi c'était une construction. On va venir peut-être à des éléments concrets, mais voilà, c'était important de voir où ça se construisait, pour voir comment ça s'imbriquait dans tout ça, y compris si on prend plusieurs des œuvres romanesques. C'est fascinant. Moi je ne suis pas à chercher les clés mais c'est dans cette construction. Pourquoi? Il dit souvent je n'ai pas d'imagination, et donc il y a de fait quelque chose il y a après un récit imaginaire, mais c'est du vécu pour lui. Mais c'est du vécu, voilà. Et donc alors après donc moi je cherchais des éléments. Alors oui, je cherchais, et je n'ai jamais voulu parler comment dire, d'affabulation. Parfois, oui, il y en a d'autres qui parlent d'affabulation. Je laisse le lecteur juger comment il prend les choses. Voilà. La judéité, pour en parler, la judéité que Pierre Mertens déclare en 86 pour la première fois, donc il est né en 39, donc il a 47 ans, qui vient d'une annonce nécrologique de 76, donc 10 ans avant, et qu'il répète de façon de plus en plus précise et affirmée. C'est parce qu'il doit l'assimiler petit à petit lui-même? Attends, Alors, la question de la judéité, il a des réponses, et il y a d'autres réponses. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il découvre et qu'il a envie d'être. Il le dit, la vérité à nouveau et dans ses romans, dans sa fiction. Il dit un jour je deviendrai juif. Voilà. Et il dit à d'autres moments je ne connais plus les termes exacts, mais je suis tombé juif comme on tombe amoureux. Voilà. Donc il y a un désir de judéité que je décris à partir d'autres études, et c'est aussi une époque et une période, une génération d'intellectuels qui a connu le drame de la guerre, la tragédie de la Shoah, et où le juif est quelqu'un qui est central dans la conscience occidentale, avant la guerre aussi, mais après la guerre, comme victime absolue. Voilà, donc cette judéité qu'il découvre ou qu'il saisit à partir d'une annonce nécrologique, est quelque chose d'une construction aussi qui est du même ordre que l'on construit un récit de vie et un roman. À partir de là, il va échafauder, construire et parler de cette judéité en mettant le faisant par étapes et en commençant de façon significative en parlant la première fois en 86, je raconte cela dans le livre, à Wannsee. Il est à Berlin pour une année sabbatique pour écrire Les éblouissements
donc à Berlin, où il a obtenu une bourse d'un an prestigieuse de l'Allemagne, du service culturel, un des services culturels de l'Allemagne pour les étrangers. Et donc là, il invite ses proches intellectuels, de Jacques Socher, Marc Wachber, Roger Lallemand, voilà, et qui vont là et lors d'une conférence où il annonce qu'il est juif. Et Wannsee est l'endroit où a été pour la première fois par Hitler et son état-major a été décidé, ont été en tout cas organisées les premières étapes ou le premier schéma de la solution finale. Donc il y a un côté chez Pierre Mertens là de mise en scène au sens ou de mise en contexte, voilà. Et à partir de là, il révèle de plus en plus et il affirme de plus en plus cette judéité. Et quelle est la réaction de son entourage? Alors, les réactions sont diverses, c'est-à-dire que... Viens mon frère, ou bien tiens, pourquoi? Parce qu'il y a différents cercles autour de lui. Alors, il y a différents cercles. Il y a les cercles rapprochés, très rapprochés, puis il y a un cercle plus long. Si on part des cercles plus longs, plus éloignés, c'est-à-dire la communauté juive belge dans son ensemble, mais ça on ne peut jamais parler d'une communauté juive dans son ensemble. Ils sont quand même fermés. Oui, j'emploierai pas ce terme-là, mais en tout cas, mais ce sont des cercles. Elle est divisée. Mais enfin, elle est divisée. Il y a diverses réactions. Il y a quelqu'un comme Simon Gornowski qui intervient et qui réagit assez fortement pour contester cela et pour dire on ne peut pas parler au nom des miens, dont mes parents qui sont morts, voilà. Parce que chez Pierre Mertens, il n'y a pas d'histoire de la famille qui est dramatique. Voilà. Et donc, il y a ça, il y a des réactions sceptiques, il y a des réactions... Voilà. Et puis, il y a des réactions qui sont fréquentes en disant, ben voilà... on le prend comme ça, et puis d'autres, bon, s'il le dit, s'il le souhaite le dire, mais voilà. Mais ça a pris quelque chose de très important pour lui. Alors voilà, c'est là où ça devient... alors, pour continuer la question, c'est que je le raconte dans le livre, à la fin, parce que je le raconte dans un livre qui parle d'une espèce de bilan du coût, COU, un accent circonflexé, le coût, ce que ça coûte une vie et une œuvre, parce que c'est quelque chose à laquelle je tenais assez fort, c'est-à-dire que coûte, enfin, quelles sont les conséquences sur l'homme lui-même, l'écrivain lui-même, en l'occurrence un écrivain, d'une vie de création et de construction, parce que qu'on le veuille ou non, chez tout écrivain, tout artiste ou tout scientifique, toute personne qui se donne à fond dans une œuvre, quel qu'il soit, comment il se livre. Il se livre et il se dépense. Voilà, c'est un combat de tous les jours. Et même chez les écrivains, les artistes qui sont retirés du monde, c'est une autre... Moi, je connais bien la vie et le travail d'un André Schwarzbart, qui est à l'opposé de Pierre Mertens, mais ce sont des tourments intérieurs où il y a une construction intime, alors. Donc, voilà, il y a un coup, qu'on le veuille ou non, il y a un coup sur le corps, et que Pierre Mertens a payé... à payer au prix fort, et puis il y a le coût sur l'entourage et la famille. Et donc, par exemple, je le raconte dans le livre, c'est-à-dire en 2009, Pierre Mertens réédite au Seuil les 3 premiers romans sous le chapeau sous le titre Paysage avec la chute d'Icare, où il reprend ce qui était pour lui une trilogie, les 2 romans et un recueil de nouvelles entre les deux, et il va à Paris et
il annonce, comme il venait de l'affirmer encore dans le soir, sa judéité, et son fils dans la salle, qui habite Paris, et est surpris. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie chez les proches et chez les enfants? Moi je dis souvent, on est un auteur de livres comme Pierre Mertens est auteur de ses livres, et il est auteur de ses enfants. On est auteur de nos enfants. Et les deux sont parfois ce télescope, c'est-à-dire, pas que chez lui, c'est-à-dire quand est-ce que la genèse et la création et l'enfantement d'une œuvre vient percuter l'enfantement et la croissance et l'accompagnement d'enfants. Et parfois, chez plein d'artistes, chez Joyce, je le cite ces noms-là, même chez Picasso, chez Roger Nimier, il y a un télescopage et des heurts qui se passent, parce que l'un, parfois, passe avant l'autre, c'est-à-dire la construction de l'œuvre passe avant l'accompagnement de l'enfant, et c'est un problème, pas de jugement là-dessus, je dis, voilà. Donc ça c'est sur les proches et sur les cercles plus rapprochés. Je vais oublier la question là. Je ne fais rien, mais de toute façon ça va me suggérer la réponse, la question suivante. Quel est le rôle du féminin chez Mertens? Alors, on démarre quand il est jeune. Oui. Quel est le premier élément féminin qui va, non pas le bousculer, mais qui va l'influencer? Parce qu'il a été influencé par les femmes. Alors, quoi qu'on en puisse penser. Oui. Alors, je ne sais pas s'il accepterait le mot influencer. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit le mot approprié dans le cas de Mertens. Qu'est-ce qu'on va trouver? Oui, non, il a... Non, mais c'est vrai, alors, on est quand même toujours d'accord, on n'est pas sous l'influence d'eux, mais on va tenir compte de l'autre. Oui. Donc c'est une influence aussi, bien sûr, qu'on accepte bien sûr. Non, mais je critique pas le mot, j'essaye de trouver les mots qui conviennent peut-être. Est-ce qu'il y a eu un élément féminin qui a été un aiguillage chez lui, étant jeune? Bon, alors, comme chez tout le monde, la mère est un élément féminin fondamental, et chez lui, la mère est fondamentale. Oui, mais ça c'est la source de tout son... C'est la source de tout, et c'est la source est une espèce d'objectif. J'en parle dans le livre, et encore plus dans la version numérique. Il y a un roman inédit de Pierre Mertens qu'il appelle entre guillemets le roman américain, qui c'est pas le titre du roman, mais comme ça parle de l'Amérique, c'est le roman américain, c'est une espèce de nom de code. Surtout si c'est une mère juive. Alors voilà, mais la mère joue forcément. Après, il y a plusieurs femmes qui accompagnent Pierre, et à commencer par la mère de ses enfants, Claude Lambert, qui joue un rôle important. Et là, peut-être qu'on peut parler, non pas d'influence, mais de vraie complicité et construction, puisqu'ils c'est un électron qui se met en route. Là. Voilà, parce qu'ils se connaissent quand ils ont 15 ans, à peu près, et ils ont les mêmes champs d'intérêt, littéraires, philosophiques au sens large, politiques, etc. Ils font beaucoup de marches politiques ensemble. Et d'ailleurs, le premier des deux qui publie un livre, ce n'est pas Pierre Mertens, c'est elle, avec un beau roman. Voilà, et elle publie à Liège, et puis Mertens, la même année, publie sa première nouvelle. Donc c'est la mère de ses enfants, c'est aussi important, et puis ils vivent ensemble, mariés en tout cas, ils vivent une dizaine d'années. Ensuite viennent d'autres femmes, dont Françoise Lalande, qui est une écrivaine, et là, ce qui m'intéresse, c'est comment fait-on pour écrire à deux,
parce que Claude Lambert n'écrit plus de romans après celui-là, et elle passe du côté scientifique d'ailleurs, comme sa mère. Elle refait des études scientifiques. Mais après, comment, avec Françoise Lalande, comment on construit une œuvre à côté de quelqu'un d'autre qui l'a construit. Mais elle va lui ouvrir le regard sur le monde, elle, Françoise Lalande. Ils s'ouvrent tous les deux parce que elle est déjà grande voyageuse à cette époque. Oui, mais Pierre à ce moment-là déjà beaucoup, Pierre Mertens a déjà beaucoup voyagé. C'est très tôt. D'ailleurs, avec Claude Lambert, ils sont à la Ligue des droits de l'homme, à l'Association des juristes démocrates, et la première grande mission de Pierre est en 67, donc bien avant 7 ans avant de rencontrer Françoise Lalande. Il a fait des missions importantes, dont une longue mission au Moyen-Orient après la guerre des 6 jours, où il va en Israël, dans les territoires occupés, mais dans tous les pays du Moyen-Orient, Égypte, Irak, Syrie, etc. Donc, puis la Grèce des colonels, qui est une mission très très importante. Et ça, ce sont des missions fondatrices pour lui, pour ses romans. Les bons offices, c'est né de cette mission-là, en gros. C'est le regard sur le politique, c'est la politique mondiale, internationale. Des nouvelles, qui est une de ses plus belles nouvelles, comme L'ami de mon ami, est née de l'expérience grecque. Voilà. Mais c'est vrai que pour revenir à cette question féminine, c'est vrai que, par exemple, les bons offices, c'est aussi l'histoire d'un amour qu'il a pour une femme grecque après la séparation ou à la fin de sa vie avec Claude Lambert. Voilà, et donc après, puis vient Françoise Lalande, Françoise Weil, voilà, Elisabeth Burdeau et d'autres. Et alors, en quoi, est-ce que c'est une influence? Moi, je ne dirais pas ça, vraiment, et je ne pense pas qu'il le dirait lui non plus. Par contre, là où il y a un rôle ou un effet, c'est la passion. C'est quelqu'un, je pense que Pierre Mertens, c'est quelqu'un qui vit de passion, qui est quelqu'un de très entier et qui a besoin, ou en tout cas, je ne sais pas s'il en a besoin, mais en tout cas c'est un effet déclencheur. Comment de la passion, de l'amour, de la passion. Voilà. Plus encore, l'une d'elles dit c'est l'amour de l'amour. Voilà. Et donc c'est un effet énergétique vital et d'ouverture à l'imagination, et à partir de ces rencontres, c'est pas les rencontres qui créent le livre, mais ça lui donne une énergie, et puis c'est lié, je veux dire, les bons offices, c'est à la fois toujours une imbrication, c'est une question, les bons offices, c'est un livre monumental et essentiel et important, et qui a été essentiel pour moi. C'est l'histoire internationale qui vient faire irruption dans la vie de Paul Sanchotte, qui est son double, Sancho Panza et Don Quichotte, et en Belgique. Et c'est le premier grand livre, grand roman, disons, qui fait intervenir l'histoire mondiale et l'histoire de la Belgique, les deux imbriqués, mais ouvertement, puisque avant, comme il le dit souvent, et y compris dans ses premiers livres, les noms de la Belgique sont camouflés, voilà, sous des noms français, tout ça, on n'assume pas la belgitude, qui va être bientôt son cheval de bataille, on n'assume pas ça, et vient cette présence de l'histoire mondiale et de l'histoire internationale, avec la crise israélo-palestinienne, plus qu'une crise, la guerre, et voilà. Donc ça, et puis vient Terre, et là-dedans, voilà, histoire mondiale, mais histoire aussi d'amour, pour, dans le livre, une jeune Palestinienne, mais qui est la transcription de son amour pour une Grecque. Voilà.
Terre d'Asile est né aussi, et c'est la même chose, c'est l'Amérique latine, donc est lié aussi à la rencontre avec Françoise Lalande, donc qui apparaît nommément dans le livre, y compris un numéro de téléphone qui est le vrai numéro de téléphone de l'époque de Françoise Lalande, qui me l'a confirmé. Donc voilà, et puis, etc. Perdre, c'est aussi... voilà, tout le monde le sait, une histoire, un roman à partir de sa vie avec Françoise Lalande. Erasma, c'est une autre rencontre, etc. Donc il y a peut-être que les éblouissements qui ne sont pas... Quelles sont les récréations de Mertens? La musique, la peinture, la musique sont essentielles chez lui, oui. La musique, il insiste beaucoup là-dessus. La musique est essentielle depuis son Il y avait toujours de la musique chez lui quand il allait, ou il avait toujours en sourdine quelque chose? Oui, régulièrement, et puis il écoute beaucoup de musique. Ça le repose alors? Ou bien c'est non, je pense une présence qu'il a besoin? Oui, c'est une présence, et puis c'est une vraie comment dire, une vraie interaction avec la musique. C'est plus que de la c'est plus que un mélomane. Pierre, c'est quelqu'un qui vit avec la musique et pour lequel la musique a un rôle essentiel. Est-ce que ça leur repose? J'espère. Voilà. Mais est-ce que Pierre Mertens est en repos? Je n'en sais rien. Les médias, chez beaucoup d'écrivains, les médias, la radio, la télévision, les journaux sont essentiels. La lecture, c'est un lecteur compulsif qui lit énormément et qui a lu énormément, parce que une autre facette de Pierre Mertens, c'est le critique littéraire. Moi, j'ai été... critique gastronomique aussi. Gastronomique, Pierre? Oui, il est viande ou poisson? En tout cas, gastronome, voilà. Maintenant, il a changé. Après ça, il fait une espèce de régime où il s'interdit certains aliments. Voilà, mais c'est un homme qui a toujours bien aimé la table aussi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la table et le vin et la table. Oui, tout à fait. Oui, c'est un rôle important. Oui. Mais le critique littéraire, le lecteur est important. Moi, j'étais vraiment nourri de ces critiques dans le soir, où il était de façon exceptionnelle quelqu'un qui ouvrait et faisait découvrir la littérature étrangère surtout. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y avait peu de gens, même dans le monde, même en France, qui faisaient tant attention à la littérature étrangère, sud-américaine, puis après l'Allemagne, puis voilà, les pays scandinaves, l'Italie, la Grèce, surtout européens, enfin européens et occidentaux, dirions-nous. Quels ont été ses rapports avec les écrivains français? Les rapports avec les écrivains français sont multiples. C'est quelqu'un qui a eu une notoriété importante dans les années, je dirais les années 70, 80, jusque dans les années 90. Alors ça fait quand même 30 ans où il rencontre à Paris et dans les couloirs du Seuil, par exemple, il rencontre une série de personnes et d'écrivains et d'éditeurs. Les relations de Pierre Mertens avec ses éditeurs sont très importantes, c'est-à-dire avec Jean Quérol, c'est essentiel au départ, avec Claude Durand, qu'il suit, comme ça se fait souvent, qu'il suit quand Durand quitte le Seuil pour Grasset et puis Fayard. Il le suit avant de retourner au Seuil, où il a des relations très proches avec Denis Roche, avec qui
il construit, c'est Pierre qui écrit évidemment, et il n'y a pas d'intervention en tant que telle de Denis Roche, mais avec un soutien très ferme de Denis Roche pour les éblouissements. Voilà. Donc, c'est grande fidélité, ça. C'est grande fidélité en amitié, ça. Oui, mais c'est plus qu'une fidélité, c'est un besoin de soutien, d'être rassuré. À nouveau, c'est complexe. Un écrivain, un artiste a besoin d'être rassuré en permanence. Et le rôle de l'éditeur, un des rôles de l'éditeur, c'est qui est de moins en moins, hélas, présent aujourd'hui, c'est d'accompagner l'auteur, même quand il n'écrit, enfin, quand il publie pas au moment de la publication, mais voilà, entre en disant et alors le prochain, etc. Et puis qu'est-ce que tu écris, et puis quand tu écris, voilà, donne-moi. Et Pierre raconte souvent les éblouissements, il donnait chapitre après chapitre. Comme en quelque sorte une lettre avec voilà. Et donc alors les écrivains français, pas que français, sont importants. C'est relation avec Kundera, avec Semprún, avec Cortázar sont très importantes. Il y a une série d'écrivains avec lesquels il a dialogué, avec des écrivains grecs. C'est important. Et c'est important d'être en relation avec des gens qui non seulement font le même travail, mais parlent aussi le même langage et le même niveau de langage. Je pense que chez Pierre Mertens, il y a une... J'ai pu le constater au fil des années, il y a un niveau de lecture de la littérature et du monde qui est un niveau élevé, et quand on est à ce niveau élevé, on ne dialogue pas, comment dire, sur le même plan qu'avec tout le monde, donc il faut des interlocuteurs qui puissent réagir et parler le même langage. Sort maintenant donc cette biographie de Pierre Mertens que tu as eu le plaisir de rencontrer pendant 10 ans. C'est une découverte pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu l'époque Mertens. Quelle est la réaction du public à ce niveau-là? On est au début, le livre est sorti la semaine passée, donc on est au début, et pour le moment c'est surtout les lecteurs professionnels. Là commence à arriver, puis c'est un livre de 560 pages, y compris le cahier iconographique, enfin 540 pages. C'est une richesse magnifique, ça. Oui, alors justement, donc sur les plus jeunes générations, j'espère que d'abord ça donnerait le goût de lire Mertens, mais aussi de découvrir une histoire de la littérature. Voilà, une histoire de la littérature, une histoire de la Belgique, une histoire des grandes questions d'une époque. Et d'une époque, oui, je pense, qui dépasse la Belgique, comme la question de la Shoah, la question de l'antisémitisme, les questions de féminisme aussi. Pierre a beaucoup travaillé là-dessus, et d'engagement, même si ce n'est pas un engagement politique, mais un engagement littéraire, de ce lien avec l'histoire, c'est important. Et puis, la bascule pour moi importante dans le XXIe siècle où Pierre Mertens n'a plus exactement le même... Il a le même regard, mais son regard est décalé, il me semble, par rapport à l'histoire. L'histoire, en quelque sorte, prend un chemin que lui ne souhaite pas. À la lecture de la biographie, c'est ça que je reviens à cette jeunesse qui va découvrir l'ouvrage. C'est vrai qu'il y a toute une partie de l'histoire de la Belgique, de l'histoire de la littérature en Belgique, mais au niveau de la politique en Belgique aussi, c'est magnifique ce qu'on découvre dans le récit. Oui, parce que je dis dans le récit, encore une fois, on a une chance incroyable, c'est d'avoir un écrivain et non pas un historien qui nous propose un tel ouvrage. Parce qu'il est digeste à la lecture. Oui, moi j'ai beaucoup... Je l'ai écrit comme j'aimais
j'aurais aimé le lire en fait. Voilà. Donc c'est un récit vraiment, j'espère. Qui ne sera pas rébarbatif pour les jeunes qui vont le prendre en main. Non, Voilà. alors merci de dire ça. J'espère que c'est vrai. Et en tout cas, les premières réactions concordent à ce niveau-là, c'est-à-dire sur le côté récit qui se lit un peu comme un roman si on va jusqu'au bout des choses, mais c'est ce qu'on dit souvent. En tout cas un récit, et donc c'est important. J'ai voulu écrire une histoire en fait, l'histoire d'un homme, et peu à peu cet homme, cet écrivain devenait un personnage, le personnage principal. Parce que dans le livre historique, c'est chronologique. Hein. Dans un livre historique, c'est chronologique. Or ici, quand tu démarres un chapitre, tu as un fil, tu le tiens en main, et puis hop, il y a un comeback en arrière, et tu reprends autre chose, un autre fil, et on redécouvre un Mertens qui vient de rajeunir, mais on découvre un autre Mertens à nouveau, dans un autre... Et on voit que ça va faire une torsade, et c'est comme tu dis, c'est la complexité du personnage qui réapparaît, quoi. Oui. Non, mais c'est bien, c'est qu'on a bien décortiqué, on a bien chapitré, chaque fois, les différentes personnalités de l'auteur en question, et c'est ça qui est, je veux dire, plaisant à lire. Oui. Donc c'est le rythme que tu as donné au récit qui fait que, bon, c'est un livre qui est très dur, hein, parce qu'encore une fois, on a très difficile à le lâcher. Alors qu'on a d'autres choses à faire dans la journée aussi, mais il est très dur. Hein. Mais j'espère si j'ai réussi un tant soit peu à faire passer de cette façon-là une histoire complexe d'un homme, d'un écrivain, et puis d'une époque et pas facile à décortiquer, et d'un pays, bon Dieu, s'il y a un pays qui est difficile à comprendre, c'est la Belgique, et du rapport à la Belgique. On n'a pas parlé de la belgitude, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et c'était aussi ça que j'essayais d'explorer dans Mertens, c'est son rapport à la Belgique, parce que moi je l'ai quitté il y a 20 ans, plus de 20 ans, et je suis resté très lié, et je suis très lié, mais la question de savoir, surtout à son époque, reste-t-on en Belgique, ce qui ne se pose moins maintenant, parce que avec le Thalys en quelque sorte, les frontières, et puis pas partout, les frontières se troublent et s'effacent un peu, mais à l'époque, c'était pas la même chose. Être à Bruxelles, quand le centre était réellement à Paris, c'était un engagement et un choix. Et Mertens, hormis ses nombreux voyages et hormis son année à Berlin, est toujours resté non seulement à Bruxelles, mais dans le même périmètre autour, entre le Boisfort et l'ULB. Donc c'est quelque chose, un périmètre très, très étroit, où de façon très étrange, ce périmètre attire toute sa famille. En fait. Comment va-t-il vivre ce projecteur que tu mets sur lui pour le moment? Et ça, il faut lui demander. Il a déjà réagi. Il a déjà réagi dans une interview dans le soir en disant que ça l'avait troublé, que voilà, il répète que c'est pas une chose facile de lire sa propre vie. Il a des réactions parfois plus, comment dire, il a des prises de position, et puis d'autres plus rassurées, plus contentes. C'est évidemment à nouveau ambigu et ambivalent plutôt, c'est-à-dire c'est à la fois être content puisque il y a une œuvre importante en termes de volume sur sa vie et son œuvre, avec un double œuvre, puisque la version numérique est plus littéraire. Voilà, en même temps, c'est pas lui qui l'a écrite, et pour quelqu'un qui maîtrise le récit de sa vie, c'était un défi de le faire et de l'accepter. Alors, moi, ce que je dis par rapport à cela, et ce que d'ailleurs je lui ai dit, c'est qu'à un moment donné, ce personnage de Mertens ne lui appartient plus comme il ne m'appartient pas. C'est-à-dire que j'ai moi dû prendre une distance vis-à-vis de l'homme que je rencontrais, et le fait de vivre à Paris
m'y aider, parce que j'ai toujours dit que je n'aurais pas été capable d'écrire ça à Bruxelles, en Belgique, parce que j'aurais été trop proche de lui, et trop proche de tous ces éléments, de tout son entourage, de tous les cercles qui sont autour de lui, et je n'aurais pas eu cette distance-là. Je partais après les entretiens à Paris, et c'était comme, même si c'est pas très loin, mais c'était comme une prise de distance. J'étais dans un autre monde qui me permettait de m'éloigner et de considérer l'homme que j'avais vu pendant des heures la journée comme un sujet d'étude en quelque sorte, si on prend le côté chercheur, un personnage d'un récit. Et ça, aujourd'hui, pour moi, ce livre, il est, quand je donne ce livre à la publication, ça ne m'appartient plus. La même chose pour un roman, c'est au lecteur, et j'ai fait attention, j'espère et je pense, attention à ce que le lecteur ait sa part dans la lecture du livre. C'est-à-dire que les choses ne sont pas... Je n'ai pas voulu le faire, et je n'aurais pas pu le faire non plus avec un homme qui est là, vivant. Je ne pouvais pas affirmer des choses noir sur blanc. Je laisse au lecteur le soin d'interpréter une histoire qui reste un mystère, comme toute vie, et qui reste sans doute un mystère pour Pierre Mertens lui-même. Enfin, voilà. J'ai la réponse à la question que je vais te poser, mais tu n'as sûrement pas la réponse, ou bien tu ne vas pas me la donner. Le moine confesseur que tu as été, a quitté la bure maintenant du confesseur, que t'a-t-il dit que tu n'as pas révélé? Ah ça, si je ne l'ai pas révélé, je ne le dirai pas ici, malheureusement. Alors non, c'est... C'est pas que j'avais la réponse, je savais que tu n'allais pas la révéler. Non, mais en fait, la réponse, elle est pas là. Que m'a-t-il dit que je n'ai pas révélé? Je pense que c'est pas... J'ai dit tout ce qu'il m'avait révélé. Alors, parce que c'est plutôt l'inverse ce qui pourrait me reprocher, c'est de ne pas avoir dit des choses de ne pas avoir écrit des choses qu'il m'a dit. Et d'ailleurs, il me l'a reproché, c'est-à-dire il dit tu n'as pas parlé de cet épisode dont je t'ai parlé, ou peut-être je t'en ai pas parlé. J'ai dit mais si tu m'en as parlé, mais quand on fait un livre comme ça, il faut suivre un fil, donc voilà. Donc on ne peut pas parler de tout, puis il y a des choses qui pour lui sont importantes et que pour moi qui était en quelque sorte dans l'écriture le maître du jeu était moins à mes yeux importante, ou qui avait une importance, mais si on se perd dans les détails, on perd le fil. Voilà. En revanche, il y a des choses que peut-être que j'ai découvertes dont je n'ai pas parlé. Voilà, parce qu'il y a une limite dans l'établissement et dans la proposition des faits, qui deviennent après, ça devient trop insisté. Et puis parce qu'il y a aussi une limite que je m'étais imposée de l'intimité. Si je ne voulais pas aller au-delà de cette limite de l'intimité. Donc la bure du moine te gratte quand même, quoi. Oui, alors le moine... Le moine, oui, non, c'était pas une confession, c'était pas du tout une confession. Non, mais il y a des éléments qui faisaient sûrement partie d'une confession, parce qu'on se laisse aller à une certaine intimité, tu l'as bien dit, avec un lien qui s'était créé, et à un moment donné, quelque chose fait partie d'une confession. Même on peut être en confession avec des bonnes choses, on fera toujours des mauvaises choses. Bah, bien sûr, mais je ne pense pas dans le cas de Mertens qu'on est dans la confession. J'ai déjà fait des entretiens où les gens, les interviewés ou les personnes que j'interrogeais pour des choses assez longues se révélaient et lâchaient des choses qu'ils n'auraient pas voulu lâcher. Ça arrive fréquemment, et des gens qui disent ah, mais je n'ai jamais dit ça avant, ou comment se fait-il que je dis ça parce qu'on est dans un processus. Voilà. Ce n'est pas le cas pour Mertens, très honnêtement.
Donc il n'a rien lâché, quoi. Donc il ne s'est pas confessé, tout compte fait. Il s'est raconté. Voilà, il s'est raconté. Il y a eu l'un ou l'autre, je l'ai dit tout à l'heure, l'un ou l'autre, mais rare au moment où de lâchage de prise en quelque sorte. Non, c'est pas la confession. Là où la nécessité de, si on voulait faire une œuvre de type biographique, c'était plus dans le travail qui se passait à côté. Et quand on a, c'est intéressant comme question, parce que quand on a une œuvre et une vie, les deux étant liés, qui est pas monolithique, parce qu'à l'intérieur, elle est un réseau complexe dont on ne peut pas tirer tous les fils, et avec des sources et des racines qui sont impossibles à maîtriser, certainement de l'extérieur, et que lui, alors pour le coup, pourrait révéler dans une confession peut-être à lui-même, parce que je pense que ce n'est qu'à lui-même qui peut faire ces confessions-là, je pense. Et donc là, il est maître du jeu pour une série de choses que je ne peux pas, et qui n'ont pas énormément d'importance dans le... Non, mais c'est un miroir sur lui-même que tu lui proposes. Là. Voilà, mais alors justement la question de miroir est intéressante, parce que c'est exactement à ça que je voulais arriver. Ce qui est intéressant, c'est que dans les personnes que j'ai rencontrées, c'est les témoins entre guillemets que je dis, c'est-à-dire les 80 personnes à peu près que j'ai rencontrées, là c'est intéressant parce que c'est des miroirs ou des reflets diffractés qu'il a offert aux autres. Qu'il a offert, et que les autres, les reflets que eux donnent sur lui. Et c'est là que ça devient multiple. C'est un hologramme qu'il reconnaît? Pas toujours. Pas toujours. Parce que comme tu dis, c'est toute cette interprétation que les gens ont eue du personnage qui repartent pour recréer le Mertens que tu as, que tu as montré. Oui, et puis alors des témoignages entre guillemets ou des paroles qui étaient espèce de, alors pour le coup des espèces de libération de paroles par rapport à un personnage qui est fort et qui impose sa personnalité forte, et donc ça c'était des libérations, et du coup le miroir se fracture en fait, se brise un peu dans une multitude de miroirs que j'essayais de reconstituer. Est-ce qu'il a eu des envies de meurtre vis-à-vis de certains témoignages? Non, alors, non, l'inverse s'est produit, c'est-à-dire que... Des ex sont revenus, non? Non, c'est pas ça, mais c'est que il est arrivé régulièrement qui me mettent des témoins dans la ville, et qui me donnent des noms pour que j'aille les voir. C'est là que ce que je faisais seulement au début régulièrement, que j'ai fait un peu moins après, mais que j'ai tous vu ceux qui m'a proposé. Mais j'allais aussi voir d'autres personnes. Oui, charge-décharge, ou un regard. Alors il y a eu certaines charges. Oui, ou une autre parole, mais à nouveau les choses sont pas aussi simples. C'est les mêmes personnes qui étaient bienveillantes et qui révélaient... Il n'a pas révélé une maîtresse cachée, quoi. Non. Ou une passion cachée, non. Quelque chose de... Les recherches, c'est ça? Oui. Non, c'est en fait... non, d'ailleurs, pour être très sincère, j'avais assez avec les personnages que j'avais. Non, il y a deux personnes qui ont refusé d'aller plus loin parce qu'elles voulaient tourner la page. D'accord. Oui. Il y a des personnes qui ont refusé que
de revenir sur ces histoires-là. Je n'ai pas insisté. Et puis moi, je ne faisais pas non plus un article pour Voici ou Point de vue et Images. C'était pas ce qui m'intéressait. À nouveau, ce qui m'intéressait, par exemple, chez les femmes, qu'il a connu, c'était la façon dont elles avaient vécu cette relation, pas la relation personnelle, mais à nouveau le personnel et le littéraire ou le fictionnel se mêlent, mais comment elles avaient vécu justement ce passage au fictionnel et cette construction, parce que je le dis dans le livre, c'est pas moi qui le dis, c'est une de ses compagnes, elle dit j'étais une pièce dans la construction de Pierre. Elle n'était pas que une passion, elle devenait très vite, ou dès le départ, ou même sans peut-être, j'en sais rien, dans le désir, c'est pas propre à lui, devenait une pièce de son échafaudage, voilà. Je vois qu'ici, aucune notion du temps que nous avons passé, mais je m'imagine lors d'une prochaine rencontre, tu seras là, Pierre Mertens sera là. Est-ce que vous avez négocié le temps de parole l'un et l'autre? Non. Parce que c'est un orateur hors pair. Oui, quand il a le micro, même pas le micro devant lui, il n'a pas besoin de micro parce que la voix porte. Oui. C'est un cheval qui est sans licou, sans bride. Hein. C'est ça. Non, mais il faut l'interroger sans moi. Vous avez déjà commencé des interviews ensemble? Oui, on en a fait une hier soir, on s'est rencontrés. C'était la première ensemble? En public, oui. On en a eu deux avant, l'une en tête-à-tête et l'autre avec des... Et tu parviens à maîtriser sa prise de parole, lui? Oui, parce que... Mais non, attends, c'est pas ça, c'est-à-dire en librairie, comme hier soir, c'est pas moi qui dirige le... Donc il faut un bon maître. Oui, exactement. Et dans l'autre cas, plus personnel, là, en tête-à-tête, c'est un dialogue. Oui. C'est un dialogue. Oui, c'est un dialogue. Et l'autre, avec d'autres personnes, mais en privé, c'était aussi un échange où chacun parlait. Alors, c'est pas réglementé. Voilà. Voilà, mais c'est vrai, oui, c'est vrai, mais ça, c'est de fait le rôle du modérateur et de la modératrice de donner la parole à Jean-Pierre Orban, chacun. Il a quand même sorti Vera entre-temps, il a sorti donc Toutes les îles et l'océan. Est-ce qu'entre-temps tu as mis quelque chose ou gardé quelque chose au frais ou dans un tiroir que tu vas ressortir dans les prochains mois mais tu as quand même travaillé à autre chose. Ah ben oui, tu avais ton travail. Non, mais j'ai travaillé. Pendant ces 7-8 ans, j'ai sorti deux romans, Oui. un récit poétique chez Maelstrom. Puis j'ai publié beaucoup de textes de recherche, dont un assez copieux en mars-avril plutôt, sur Yambo Welegem, un auteur malien, le premier prix Renaudot africain, qui était un gros travail d'exhumation. Moi j'aime bien exhumer les choses. C'est du gros travail, quoi. Voilà, donc, non, je prépare autre chose, mais ce ne sera pas tiré d'un tiroir tout fait, là. C'est encore sur le métier, donc. C'est sur le métier, oui. Mais ce sera autre chose. Je suis arrivé presque au bout de mes devoirs d'écolier. Voilà, j'ai encore un engagement, c'est plus qu'un devoir, c'est un engagement sur André Charles Schwarzbart, mais peut-être dans quelques années. Mais ça, c'est des choses. J'aime bien aussi faire plusieurs choses à la fois, et ça équilibre en fait. Si on te suit un peu sur Internet, on voit que tu voyages énormément. Oui, alors j'ai beaucoup voyagé, et déjà l'année prochaine est déjà... Bien chargé. Oui, Guadeloupe, Congo. Bon, pour terminer sur la maison d'édition. Sur les impressions nouvelles. Oui. Alors là, je suis content que tu en parles. C'était une très très belle rencontre entre
d'abord son directeur, Benoît Peters, et moi, parce que on s'est rencontrés il y a un an, un peu plus d'un an, et j'ai proposé à ce moment-là cette réécriture, puisqu'il y avait déjà l'écriture du travail complète. J'ai proposé l'idée d'en faire quelque chose de plus narratif, et on a très vite été d'accord, et surtout Benoît Peters a bien orienté les choses, ou en fait suivi les choses, parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien la biographie. Donc il a écrit une biographie d'Hergé, de Derrida, de Valéry, et donc il connaît très bien la question biographique. Et ça m'a permis, moi, d'avoir un soutien, un accompagnement par les éditeurs. Lui, pour le coup, il le fait. Et puis, voilà, jusqu'à aujourd'hui, où on est dans la diffusion, la promotion, avec un accompagnement, dans un projet, il faut quand même le dire, parce que je crois que c'est important, parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on oublie ça. Enfin, je parle c'est moi-même, j'oublie, parce qu'on oublie ce qui a été difficile. Pendant 8 ans, ça n'a pas été un fleuve tranquille, ça a été souvent agréable. Il y a eu des tensions, notamment sur la question de la relecture du texte. Moi, tout le monde autour de moi, en Belgique, ou même en France, mais surtout en Belgique, disait « mais tu es complètement fou ». Et on disait « il va se casser la figure, il va pas arriver au bout, ou bien ça va mal se terminer ». En gros, c'était les pensées qui traversaient l'esprit. Je dois dire aussi qu'avant Benoît Peters, j'étais en contact avec CNRS Éditions, dont je connais un éditeur. Il y avait une réelle crainte, parce que la crainte que soit il y ait une relecture qui affadisse ou contrôle le texte, soit des réactions. Il y a toujours à la clé des réactions qui peuvent être dangereuse, coûteuse, difficile, donc voilà. Et Benoît Peters, c'est quelqu'un qui a très vite soutenu ça, et ma démarche, et ça, c'était essentiel. Et je dois donc reconnaître le courage d'être allé jusqu'au bout, avec des risques qui n'étaient pas évidents. Tout le monde a pris des risques. Pierre Mertens a pris un risque énorme. J'en prenais de ne pas pouvoir achever, d'avoir perdu des années de travail pour des choses qui n'allaient pas arriver au bout, qui allaient devoir être détruites, ou voilà, de me mettre dans des conflits terribles, pas seulement avec lui, mais je n'imaginais pas, je ne pouvais pas imaginer on ne pouvait pas savoir ce qui allait arriver après. Les choses se passent très bien, on ne pouvait pas savoir quelles allaient être les réactions, même des gens qui me soutenaient, ils disaient mais va jusqu'au bout, fais-le, mais pas moi. Voilà. Et donc tout ça on oublie, et là-dedans l'éditeur est essentiel, parce qu'il assume au premier rang le livre, et ça c'est être allé jusqu'au bout, à travers même juste après la publication des difficultés, des risques réels qui se sont produits. C'est quelque chose de très courageux, et je suis ravi, et espérons que ça se poursuit et se termine aussi bien que c'est passé. Michel Joiret ici a sorti un ouvrage, Voyage en pays d'écriture, où il visite les grands écrivains. Quelle est l'âme de la maison chez Pierre Mertens? Comment tu te sentais chez lui? Les maisons d'écrivains, oui. Il y a eu un livre des maisons aussi, des maisons de... Oui, je ne connaissais pas ce livre. Oui, c'est magnifique. Il y a aussi... Qu'est-ce que tu as ressenti chez lui? Alors, j'ai ressenti chez lui, dans son appartement, ce qui est lui. Il y a un étonnement quand on va chez lui, mais il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que son appartement est ce qu'il est, c'est-à-dire un appartement bourré jusqu'à la gueule de livres,
avec aucune place pour s'asseoir, deux chaises autour d'une table. Que tu décris bien. Que je décris, oui, une table près de la fenêtre, mais une petite table de dimension d'une table de bridge, quoi. Et même son lit étant... On est dans un vrai cabinet d'avocat, quoi. On est dans un cabinet de lecture. Oui, voilà. On est chez Umberto Eco, quoi. Voilà, Vraiment, et c'est bourré, et donc, c'est ça. Oui. Et donc, c'est surprenant parce que c'est un personnage curieux, donc il est curieux de tout, donc Oui, et puis il s'informe. Il adore les livres, et bon, ce qui n'est pas pris par les livres, c'est dans un petit coin, la musique, qui prend moins de place forcément, mais la télé, mais à niveau, c'est des sources d'information. Il a de bons yeux. Ah oui, il a de bons yeux. Donc c'est une chance extra. Oui. Parce que, bien, ce qui est triste, c'est quand il y a des problèmes de cécité qui apparaissent avec l'âge. C'est énorme. Mais s'il a ici toujours une fille, non, c'est vrai que surtout. Oui, c'est vrai que ce serait catastrophique pour lui. Donc, tu attends maintenant les coups de griffe du lion, peut-être. Non, parce que oui, mais les coups de griffe, il y en a eu, donc. Voilà. Mais elles sont bien cicatrisées déjà, alors les griffures. Cicatrisé, oui, enfin, c'est-à-dire en tout cas, on avance, on passe à travers. C'est bien. Je te remercie beaucoup, Jean. Non, c'est à moi qui...